Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Hello les explorateurs, c'est Camille d'e-commerce nation. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast en compagnie d'Audrey Maury, donc qui est la cofondatrice de LG Expro. Alors là, les questions qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être l'évolution qu'ils ont eue sur la France et l'international. N'hésitez pas à retrouver le premier podcast qu'on avait déjà tourné avec Audrey pour vous faire une première idée de l'entreprise. Alors Audrey, pour les gens qui n'ont pas pu entendre le premier podcast, est-ce que tu pourrais te représenter, s'il te plaît ? Oui, bonjour Camille. Alors, je suis Audrey Maury, je travaille pour la société LG Expro, qu'on a créée en 2012 et qui est plus connue sous le nom du site de vente de nos produits qui est ShopStory. Donc, moi, je suis directrice administrative de la société LG Expro. Alors, c'est un gros titre pour pas grand-chose, puisque c'est surtout, en fait, on est une petite entreprise, donc on fait pas mal on est très polyvalent. Et notre entreprise, elle, c'est une entreprise de e-commerce. On est vendeur Internet et on envoie et on expédie chaque jour des commandes pour les particuliers dans le monde entier. D'accord, bonjour Audrey, merci d'être présente aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus comment le concept est né dès le début ? Oui, alors du coup, la société, elle voit le jour en 2012 à peu près. 2012, si on fait un état des lieux de la vente sur Internet, c'est le gros boom, c'est là où les places de marché commencent à grossir, où il y a pas mal de sites d'achat groupés, des sites de deal qui se montent. Et nous, on a envie de changer de vie, on n'est pas du métier avec Mathieu de base. Et on se dit, tiens, pourquoi pas, c'est un métier qui nous intéresse. Et puis voilà, on tombe sur un reportage un jour qui dit, bah oui, à Noël 2012, la croissance e-commerce a pris 20%. Donc on se dit, allez, on y va. D'accord, donc en fait, vous avez pris la décision de vous lancer à deux. Et comment vous avez fait un peu les étapes clés du parcours, etc. Alors au début, on a vendu ma voiture pour un moindre coût. Et avec l'achat de cette vente, on a acheté un premier stock de produits, un peu de produits qu'on vend encore aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on ne s'était pas trop trompé il y a déjà, ces dernières années. Et puis, alors les premières années, elles sont hyper chronophages parce qu'on passe du temps à créer des fiches produits, à se mettre sur les marketplaces, puisque c'est là-dessus où tu comptes vraiment te développer quand tu es au tout début quand tu connais rien et que tu n'as pas de clients. Et puis, on démarche les premiers clients. Pour rappel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 2012, c'est vraiment l'époque où le e-commerce prend de l'ampleur, où vraiment il y a une création nombreuse de sites de vente privés. Et du coup, on a démarché jusqu'au premier client qui te fait confiance. Et puis là, c'est là où le projet décolle. Où tu rachètes du stock, où tu as un produit qui marche, où il y a une vraie relation qui se monte. Et puis après, où tu peux te permettre de démarcher plus encore les prochains et les plus gros clients. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été vraiment compliqué au lancement du site ? Est-ce que vous avez dû faire face à un réel problème ? On n'a pas eu de réel problème, sauf le fait d'arriver tout doucement sur le marché. Donc, et ça prend du temps. Il faut pas perdre confiance. Il faut te dire que un jour ou l'autre ça va marcher, qu'il y a des jours avec et des jours sans. Après, pas de grosses difficultés particulières, pas plus que de monter une entreprise lambda des débuts. Oui, c'est vraiment être patient, le temps que C'est ça. les premiers clients arrivent et que le site se développe, etc. C'est ça, tout à fait. D'accord. Et du coup, vous êtes combien aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est 11 salariés, on a 3 préparatrices de commandes qui préparent les envois. On a un informaticien qui gère toute la partie sécurité du site et qui nous donne des coups de main quand on a besoin pour la mise en ligne des produits. Et on a 2 assistants de vente qui sont là pour gérer la mise en ligne des produits, l'impression des commandes journalières, le service après-vente. On a un acheteur international. On a été obligé de recruter dernièrement un acheteur international parce que les achats devenaient le plus gros poste de la société. D'accord. Il fallait relayer Mathieu.
Un- et puis on a un commercial international. Alors lui, il fait le tour du monde et il va voir nos clients parce que le but, c'est vraiment de démarcher un petit peu l'inter. Donc Mhm. il va voir nos clients et il fait sa facturation inter. Il y a moi en tant que directrice administrative, puis surtout il y a Mathieu qui est le CEO, donc qui chapeaute tout ça, exactement. D'accord. Bah, c'est une belle évolution. Ça Oui, fait pas mal de personnes. oui. Et du coup, quelle va être en fait la valeur ajoutée de votre activité à toute cette petite équipe? Oh, je pense que sans hésiter, ça reste le service rendu au client. Alors, on a une super expérience, on est une boîte qui tourne bien, on a une bonne culture d'entreprise, donc chacun aimait, on a une vraie polyvalence, tu vois, quand il faut aller donner un coup de main, on y va. Mm, Donc ça, c'est aussi, ça se retrouve aussi dans la qualité de nos commandes, dans la qualité de notre vente et de notre service client, mm. parce que tout se fait chez nous. L'impression des commandes, le service après-vente, la mise en ligne des produits, tout est centralisé. On a un bâtiment et tout est centralisé ici, donc c'est un petit peu le côté un peu French touch, tu vois, ça vient tout de chez nous, quoi. Et Mathieu et moi, on est hyper vigilants. Tous les matins, on fait un tour avec nos équipes. On est vigilants à je sais pas, un produit qui se vend moins bien. Bah pourquoi? On se questionne. Une livraison qui s'est pas faite. Il y a un endroit, un pays où les livraisons se ralentissent. Il y a un délai de livraison plus long. Pourquoi? Donc voilà, on se questionne chaque jour. Donc ça, Mhm. c'est la vraie valeur ajoutée, parce que du coup, on a vraiment un œil sur tout et on loupe pas trop de choses qui vont pas. D'accord. On sent vraiment l'équipe soudée et du coup, je pense que ça apporte vraiment une valeur ajoutée à votre service client, au service client que vous pouvez apporter. C'est ça complètement. Tu vois, chez nous, tout est géré à l'instant T, donc il y a pas de. On fait notre travail, on est hyper motivé, on part le soir, tout est terminé. Nos commandes, elles sont expédiées le jour même avant 14 heures. Ouais. Et du coup, le vrai qu'il y ait une vraie dynamique, voilà, il y a besoin d'un coup de main, on est un petit peu dans le jus. Bah attends, mais moi je descends, je viens t'aider. C'est vraiment la force de notre équipe, c'est cette polyvalence. D'accord. Et du coup, s'il y avait une réussite dont tu serais la plus fière, ça serait laquelle? Je pense que chaque vente qui se passe bien, c'est une réussite pour nous. Chaque retour positif d'un client, c'est une réussite, vraiment. On est hyper attentif aux évaluations laissées par les acheteurs. En fait, on essaye de faire de l'expérience d'achat chez nous vraiment une vraie expérience agréable. Donc, le commerce en ligne, tu vois, c'est dépourvu de toute relation client entre le commerçant et le client. Donc, il faut ajouter cette valeur-là à la commande en ligne. Mhm. Donc nous, on est hyper vigilant à ça et vraiment, on a des bons avis, on a des bons retours des clients extérieurs, que ce soit du particulier ou du gros client de site d'achat groupé ou autre. Et du coup, ça, c'est notre vraie fierté. D'accord. Oui, donc en fait, pour toi, c'est vraiment important même de trouver les objets insolites pour tes clients, dénicher ce qui pourrait être leur apporter quelque chose. Oui, complètement. Tu vois, aujourd'hui, la commande, ça fait, enfin, le produit, il faut qu'il réponde à plein de critères. On doit se démarquer des autres. Et pour qu'il se démarque, il faut qu'il soit utile, de bonne Mhm. qualité, il faut qu'il y ait un design sympa, il faut qu'il soit innovant, puis il faut qu'il soit durable aussi. On peut D'accord. plus l'achat compulsif, c'était bien, mais il faut aussi que ton objet il puisse te durer dans le temps. Et puis voilà. Et puis il y a vraiment le produit aujourd'hui, tout est autour de ce produit. Il faut vraiment qu'il soit attractif aussi en termes de packaging, ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, donc nous on D'accord. travaille vraiment sur les notices en français, sur le packaging sympa, sur le produit de qualité. Ouais, apporter vraiment une plus-value au client. Totalement à l'objet et du coup au client par son achat. D'accord. Mais du coup, j'ai pu voir sur votre site, vous aviez une nouvelle rubrique éco-friendly. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet? Est-ce que c'est une volonté de tes consommateurs? Comment vous avez développé ça, un peu le processus? Alors, pour de vrai, on est hyper fiers de cette nouvelle gamme parce qu'avant même qu'elle réponde à nos clients, à des demandes de clients ou autres, elle répond vraiment à nos valeurs. Donc ça, c'était plutôt chouette, on était contents. On Mm. avait très envie, ça faisait un moment qu'on avait envie de commercialiser ce genre de produit, mais on avait un petit peu du mal à l'associer à la catégorie de notre catalogue. Ça, D'accord. tu vois, ça s'intégrait pas forcément dans le profil de consommateur qu'on avait. On se disait, nous, on vend des produits à petit prix, on avait du mal voilà, à se mettre sur le marché. Puis, pour de vrai, nos clients n'avaient pas cette demande-là à l'époque. D'accord. Et puis, on s'est dit, tiens, mais on va prendre le problème à l'envers. En fait, nous, on est effectivement un site marchand de produits à petit prix qui améliore le quotidien, mais on veut quand même rester sur quelque chose de
pas de mauvaise qualité, mais quelque chose qui peut répondre au budget de tous. Et si on proposait justement ces gammes-là avec un produit, un prix adapté à nos clients. Et puis est arrivé là-dessus les nouvelles législations qui interdisaient l'utilisation des objets plastiques à usage unique. Oui. Donc on s'est dit, bah voilà, bingo, là, c'est maintenant qu'il faut y aller. On doit permettre à chacun de pouvoir faire ses achats d'éco-friendly et de se mettre à cette tendance-là. Et du coup, ça marche super bien. Nos clients sont hyper contents. On rentre de plus en plus de gamme. Et puis ça correspond vraiment, voilà, ça y est, c'est rentré dans notre catalogue. Oui, ça fait vraiment partie maintenant de votre offre. Et donc, en fait, ça vous permet également de vous différencier même de vos potentiels concurrents. Tout à fait, oui. C'est une gamme qu'on va, tu vois, peut-être développer en box. On avait tenté l'expérience des box l'année dernière, box homme, box femme, avec des produits cadeaux. Peut-être qu'on va développer cette marque-là sur une box ou cette gamme éco-friendly. Ouais. D'accord. Bah, du coup, en parlant de développement, est-ce que tu pourrais un peu m'en dire plus sur le développement de l'entreprise, sur la France et également sur l'international? Oui, alors du coup, le développement, on est plutôt content. Là, on a encore fait une belle année 2019. On est à 20% de progression sur l'année dernière. C'est notre vitesse de croisière. Hein. Depuis 3-4 ans, on fait 20% à chaque année. D'accord. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on est dans... En plus, on est vraiment calé sur la courbe du e-commerce. Donc, c'est-à-dire qu'on a notre place. Donc on est bien. Après, c'est vraiment à la même vitesse. Tu vois, la France et l'international, pour nous, ça évolue de la même manière. Alors après, il faut savoir que pour nous, l'international, c'est considéré plus comme l'Europe. Ok. On n'est encore pas tourné vers le reste du monde. On a 5-6 pays avec qui on travaille beaucoup. D'accord. Bah, est-ce que tu pourrais nous dire lesquels, s'il te plaît? Alors du coup, on travaille en tête de liste. On travaille avec l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie, qui sont nos 3 gros pays à l'international. D'accord. Et ensuite, on travaille beaucoup aussi avec l'Irlande, la Belgique, l'Espagne et un petit peu les Pays-Bas. Ça marche. Et bah, justement, en parlant d'international, même sur votre développement sur la France, en fait, est-ce que tu pourrais un peu nous rappeler vos enjeux il y a 6 mois? Et que ce soit au niveau du site internet, de la logistique, du paiement, donc vraiment au global, s'il te plaît. Oui, alors nous, il y a 6 mois, on était, quand on avait enregistré le premier podcast, on était très tourné vers le reste du monde. On avait envie de développer cette partie-là. Ça s'est pas fait. Alors pas parce qu'on n'a pas, ça s'est pas fait parce on s'est priorisé sur ce qu'il y avait à faire ici. On trouve qu'on est plutôt compétent dans nos envois à l'international européen. On a des solutions qui nous conviennent bien, qui sont faciles, pratiques. Il y a encore beaucoup à faire sur l'Europe. Je lisais un article hier, je crois, sur votre site, un billet sur la solide croissance de e-commerce en Europe. Ça veut dire qu'on ne se trompe pas trop. C'est vrai. Donc du coup, voilà, on est resté, notre projet, en tout cas du reste du monde, il s'arrête là pour le moment. D'accord. On va concrétiser nos efforts sur l'Europe. Après, on s'est tourné. Le but, c'était vraiment aussi d'améliorer notre panier moyen. On était sur le petit panier moyen. Avec nos frais de livraison, ça revenait quand même un peu cher. En fait, si tu peux pas te permettre de faire payer à ton client plus de frais de port que de produits. Donc, il fallait qu'on arrive à être concurrentiel vis-à-vis des frais de port qu'on proposait. Et rentabiliser, du coup, la solution de frais de port. Donc là, on essaye d'améliorer notre panier moyen, de proposer aux clients des produits de meilleure qualité, de poids un peu plus conséquent. D'accord. Et du coup, pour ce développement, en fait, vous êtes présent sur les marketplaces, Oui. Marketplace international. Comment ça se passe au niveau même répartition? Les marketplaces, c'est un levier important pour vous? Oui, les marketplaces, c'est un levier important parce que, alors nous, on est sur les grandes marketplaces françaises. Sur les périodes, tu vois, de Noël, c'est des sites qui marchent très très bien. Ouais. Après, un petit peu sur l'international.
En tout cas, D'accord. voilà, c'est les grosses marketplaces françaises, enfin internationales, type Amazon qui t'envoie sur l'international. Après, oui, forcément, les marketplaces, c'est quelque chose d'important. C'est aussi un vivier à vendeurs, à e-commerçants. Donc, c'est compliqué. Il faut défendre sa partie. Hein. Hmm. Il faut être vigilant. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps d'être placé sur une marketplace. Mais la solution d'achat est tellement facile pour les clients que forcément, c'est un endroit où on ne peut pas ne pas se permettre d'être placé. D'accord. Et justement, donc après l'achat, que ce soit sur une marketplace ou sur votre site, comment en fait ça s'organise, vous, au niveau de l'emballage du colis? Alors nous, on a une gamme de produits d'emballage tout éco-recyclé. Mhm. Donc du coup, quand on a une grosse gamme, hein, donc quand c'est du petit produit non fragile, c'est en enveloppe à bulles qu'on les envoie. D'accord. Et quand c'est du produit un petit peu plus conséquent, plus fragile ou plus lourd, c'est dans des cartons. Alors le fait d'avoir une gamme importante de format d'enveloppe et de format de carton, ça permet de l'ajuster au plus près du produit. Ça évite le suremballage. C'est quand même des valeurs, hein, tu vois, on repart sur l'éco-friendly et nos valeurs du début. Donc on essaye de limiter le suremballage. Ça permet aussi qu'il n'y ait pas forcément de casse dans la livraison, puisque ça arrive, hein, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais le fait de mettre dans un carton où il y a moins d'espace vide avec du calage en maïs comme on utilise, ça permet au produit d'être bien stabilisé et d'arriver entier jusqu'au client. Oui, c'est vraiment réussir à trouver le compromis entre sécurité et écologie toujours. C'est ça, toujours. Le but, c'est ça. D'accord. Et du coup, au niveau même du développement donc, du site, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux, que ce soit en France ou à l'international? Alors, on utilise de plus en plus les réseaux sociaux. C'était pas quelque chose qu'on utilisait avant, et puis on a recruté, et puis les équipes ont été demandeurs. Enfin, les membres de l'équipe ont été demandeurs. Donc, du coup, effectivement, on utilise Facebook, Instagram, Twitter. On place nos produits, on essaye de faire des événements, des concours. Voilà, il y a une vraie dynamique autour de la pub sur les réseaux sociaux. Après, c'est sur des réseaux sociaux français, on n'a pas démarché plus de réseaux que ceux qu'on utilise au quotidien. D'accord, oui, donc c'est vraiment pour présenter à vos clients les nouveaux produits ou même organiser des jeux concours, choses comme ça. C'est ça, faire parler de nous. Voilà, on fait vivre la page, surtout la page Facebook et la page Instagram, et on les fait vivre chaque jour avec un petit mot, un petit. C'est une belle vitrine. On va pas se le cacher, donc D'accord. Bah, du coup, on peut voir que vous avez un fort développement au niveau européen. Est-ce que par rapport à Yacima, tu peux dire que vous avez relevé vos défis? Est-ce que tu en as d'autres à mettre en place? ouais, on a totalement relevé le défi de l'Europe complètement avec notre solution de transport. Enfin, on est hyper content. Il n'y a pas d'autres défis autres que celui de continuer sur cette lancée. On a mis des choses en place qui sont intéressantes. On voit que les délais de livraison s'améliorent. Il y a une vraie dynamique et une vraie envie autour aussi des partenaires, hein, que ce soit des partenaires de transport ou des partenaires de marketplace, de faire évoluer ces flux entre la France et les autres pays. Donc, on va continuer comme ça, et on espère faire la même année l'année prochaine. Bon, en tout cas, moi, je vous le souhaite, mais c'est bien parti pour. Là, moi, j'aimerais bien du coup qu'on parte un peu plus qu'on discute un peu plus au niveau logistique. Donc, est-ce qu'un peu tu pourrais nous réexpliquer les problématiques que vous avez rencontrées lors de votre développement à l'international? Pas de problème. Alors oui, effectivement, quand on a commencé à vouloir se développer à l'international, parce que ça marchait bien en France et on s'était dit qu'on ne pouvait pas se reposer sur nos lauriers, on a cherché des solutions de transport, parce que le plus gros coût dans un envoi chez nous, c'est quand même le transport vis-à-vis du produit. Comme notre catalogue était quand même essentiellement tourné autour de produits de 500 grammes, 250 grammes, les solutions de transport qu'on nous proposait, c'était des gens qui étaient très performants sur la livraison, mais qui étaient très compétitifs sur du prix d'envoi plus de 2 kilos. Moins de 2 kilos, c'était pas du tout intéressant. Donc ça nous a bloqué les premières années, hein. Ça a été un vrai frein pour le démarchage à l'inter. Et puis on a eu la solution Delivengo qui est arrivée. D'accord.
complètement adapté et totalement adéquat à ce que nous, on propose comme terme de produit, parce que du coup, tu as soit de l'envoi non suivi sur du faible coût, Mm. ou alors de l'envoi suivi avec un scannage tout au long du parcours, et quand même aussi également sur cette tranche de poids, tu vois, du 0,50 grammes jusqu'à 500 grammes, qui sont des prix quand même hyper intéressants. Donc c'est la solution qui nous a permis de nous lancer à l'international sans nous faire happer par des frais de port exorbitants, D'accord. en permettant de nous placer avec des prix d'achat compétitifs. D'accord, ouais, donc ça, c'était vraiment... là, vous aviez le focus, donc qualité-prix. C'est ça. D'accord. Et est-ce que vous avez une différence entre les différents pays quand vous êtes développé ou même maintenant? Oui, alors ça s'est beaucoup amélioré. Le système d'Elivengo, il a grandi aussi un peu avec nous. Donc je pense que le réseau postal était à faire. C'était un chemin à creuser. Donc là c'est plutôt très efficace. Il y a une vraie relation, une vraie attente du produit, un vrai suivi. Après, effectivement, on s'est retrouvé avec des pays où c'était bien plus compliqué, notamment les pays, on disait l'Italie, l'Espagne, qui sont des pays qui n'ont pas la même culture du réseau postal que nous. Donc des colis qui se perdent plus facilement, qui mettent bien plus longtemps à arriver, avec des territoires qui sont quand même plus disparates. Plus que l'Allemagne. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, ça roule. C'est des pays qui ont un vrai réseau avec une vraie poste intégrée. Donc ça s'est amélioré. On a fait des efforts aussi de notre côté en passant au maximum de produits en suivi pour être sûr de pouvoir justifier que la qualité de service du transport, elle vient pas que de notre responsabilité. Mhm. Ça permettait aussi de rassurer les clients, de savoir où allait se trouver leur colis jusqu'à l'arrivée en boîte aux lettres. Ouais. Voilà, après, c'est vrai que nous, on travaille alors sur la France beaucoup avec les points relais, D'accord. ce qui n'est pas le cas sur l'Europe. C'est un peu ce qu'on regrette. On se dit que ce serait quelque chose qui serait à travailler aussi. Les transporteurs devraient peut-être s'intéresser à ce point, parce que je pense que voilà, sur des pays comme l'Allemagne, l'Italie, il y a des ressources sur du point relais. D'accord. Et justement, quand on parle de Royaume-Uni, est-ce que vous avez eu des inquiétudes vis-à-vis du Brexit? Comment vous gérez ça en fait? Ouais, l'année dernière, on a eu des inquiétudes quand on a entendu le gros mot. On s'est dit, oh là 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 là. Mais aujourd'hui, honnêtement, on n'a pas vu pour le moment, sur notre baisse de commandes, il n'y a pas eu de baisse significative, voire même peut-être une hausse de notre chiffre d'affaires au Royaume-Uni. D'accord. Après, on va voir comment ça va se passer dans les mois à venir. Personnellement, on se fait pas vraiment de soucis, dans le sens où ce qui va changer pour nous, c'est juste que ça va passer, alors nous on appelle ça en zone 2, c'est-à-dire hors Europe, et on va devoir y rajouter des frais de douane, enfin tu vois, des déclarations de douane à la sortie de chaque colis. Mais ça on sait faire, on le fait déjà. Hein. Je disais qu'on était centré sur l'inter, sur ces petits pays que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais en fait, on sait aussi vendre à l'intermédiaire des places de marché sur l'autre international, sur le reste du monde, sur la zone 2. Et c'est pas si compliqué que ça. Donc non, ça nous fait pas. Les acheteurs vont être là. On a un catalogue de produits qui correspondent à ces gens-là, à ces acheteurs. Ça nous inquiète pas plus que ça. D'accord, c'est plutôt positif parce que ça pourrait être un axe un peu anxiogène. Oui, tout à fait. Mais vraiment, hein, je te cache pas que l'année dernière, c'est un pays qui fait du chiffre, et on s'était dit mince, comment on va gérer un petit peu ça. Mais finalement, non. Les mois passent et on s'inquiète de moins en moins. D'accord. Et est-ce que depuis votre lancement, donc en 2012, tu as constaté un changement concernant les tendances logistiques des consommateurs, que ce soit en France ou à l'international? Oui, alors la logistique, c'est un point hyper important. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas cette notion-là quand on a commencé. Ouais. On avait toujours défendu et mis en avant que c'était le service client, que c'était le produit. Et en même temps, aujourd'hui, on a l'impression, on se rend compte que c'est peut-être même 50% d'une vente, c'est la logistique. D'accord. Parce que les clients sont demandeurs d'une commande dans son entièreté. Et du coup, il faut absolument que le produit soit livré en temps, en heure, qu'il n'y ait pas de dépassement, que ce soit le bon produit aussi. Enfin, tu vois, la logistique, ça fait aussi partie de comment tu gères ton dépôt, comment tu fais pas d'erreur dans l'envoi de ta commande. Donc, on a une réelle attente de ce côté-là. Et nous, on est devenu hyper compétitifs. On a de la vraie expérience sur la logistique, parce qu'on a tout monté nous-mêmes.
Et c'est d'ailleurs dans nos projets, on a récupéré des clients pour qui on fait de la logistique, essentiellement. D'accord. Ouais, ça permet vraiment de fidéliser même vos clients. Mais totalement, totalement. Ouais. Ok. Et comment vous avez fait pour gérer un peu, en termes logistiques, au niveau du Black Friday, même de la peak season? Alors, on avait rentré pas mal de stocks. Ouais. On savait, en plus, on avait fait des opérations un peu promo sur certains produits, donc on les avait rentrés en masse. Après, on était prêts, on était dans les starting blocks, on avait vraiment préparé toute notre déco pour cet événement. Le Black Friday, chez nous, ça a été, c'est notre plus gros jour de ces 7 dernières années, celui de 2019. D'accord. Donc, c'est notre premier jour de vente. On explose les records. On a embauché du monde, on avait préparé, c'était chouette. Une journée. Mais du coup, voilà, tout ça, c'est vraiment. Nous, on est sur du stock à flux tendu, on fait attention. Hein. Après, on a l'expérience de l'import-export. Sur ces jours-là, on ne prend pas de risque. Sur ces événements-là, on ne prend pas de risque. On surcharge le stock, on est là, on est prêt. Pardon, c'est vraiment une préparation en fait en amont C'est ça. pour pouvoir gérer les gros pics comme ça en fait. C'est ça. Mais tu prépares ton stock d'objets, mais tu prépares ton stock d'enveloppes, de cartons, ton stock de personnel. Enfin, il y a vraiment tout est décuplé sur ces périodes-là et tu n'as pas le droit de te louper. Donc, Et justement, au niveau de la livraison, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Il n'y a pas eu de ratés, choses comme ça? non, écoute, cette année, super. On a vraiment eu une super année en termes de délai de livraison. Sur Noël, il n'y a pas eu de loupé. Ça se voit, hein, c'est vraiment Halloween, Noël, qui sont des événements où les gens attendent leurs produits parce qu'il y a un événement particulier, notamment le fait de l'offrir. Si on se loupe en livraison, on le sait, on le voit, ça se ressent sur nos évaluations clients. Et cette année, ça ne s'est pas du tout ressenti. On a, je pense, bien géré en termes de logistique, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment l'expérience, donc on surcharge le stock, on n'a plus peur de ça. On a les épaules aussi pour assumer, hein, pour assurer l'achat du stock. Et puis les transporteurs ont été vraiment réactifs. D'accord. Ouais, notamment sur l'international, il n'y a pas eu de soucis d'envoi. Non. Après, on est aussi capable de dire, sur l'inter, on connaît nos délais de livraison et à partir, tu vois, sur le 24, on a de la livraison jusqu'au 24 décembre. Le 20 décembre, on leur dit. Là, c'est plus garanti. Le 19, c'est garanti en livraison avant Noël. Le 20, ça l'est plus. Oui, c'est ça. Donc, c'est aussi être honnête avec les délais qui sont réels. Ouais. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil, là c'est plus au niveau global pour une entreprise qui souhaiterait se lancer dans le milieu du e-commerce? C'est difficile, mais pas impossible. Non, je pense que alors, on pourrait croire que c'est un univers qui est saturé, ça l'est pas. Hein. Ça l'est pas, bien au contraire. Je pense qu'il y a mille et une choses à entreprendre encore dans le e-commerce. D'accord. Après, si vraiment nous, on devait refaire quelque chose, peut-être on se spécialiserait sur quelque chose. Je pense qu'il faut croire en ses produits, croire en sa force de vente, croire en son modèle. Donc, voilà, il faut faire de la com autour, restreindre peut-être son catalogue de produits et de services à proposer sur la toile, mais y croire et y mettre de l'énergie pour la com. Nous, c'est ce qui nous a manqué un peu. Nous, on a la chance d'être implantés, d'avoir des clients qui nous font confiance parce qu'on est là depuis longtemps. Mais sur quelqu'un qui se lance, moi, je miserais tout là-dessus. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu tes objectifs sur les prochains mois, s'il te plaît? Alors, du coup, les grands objectifs, c'est vraiment d'améliorer ce panier client. Se dire que voilà, on va rentrer du produit plus de qualité, qui répond vraiment à la demande entière. Hein, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, un packaging sympa, un truc innovant. Voilà, on est à fond sur la recherche de projets et de produits comme ça. D'accord. Et puis améliorer notre logistique. Alors, améliorer notre logistique, c'est aussi, ça veut dire faire rentrer des clients. Tu vois, là, on fait de la logistique pour une jeune femme qui fait de l'événementiel, donc elle vend des produits d'événementiel. C'est nous qui gérons ses envois, ses réceptions. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi et qu'on va développer sur l'année 2020. D'accord. Et puis maintenir ce flow sur l'international. Peut-être démarcher un petit peu plus les marketplaces aussi parce qu'on en a qui se créent. Il y a de plus en plus de magasins qui font appel, qui font de la vente de produits.
Et c'est quelque chose qu'on sait faire aussi. En fait, voilà, je pense que vraiment l'objectif 2020, c'est renforcer ce qu'on sait déjà bien faire. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut le faire encore mieux. C'est des beaux projets en tout cas. Oui. Pas de souci. En tout cas, merci en tout cas pour toutes ces réponses. Je t'en prie. C'était top d'avoir justement un retour d'expérience à 6 mois. Et puis, merci et bonne journée. Merci. Merci. À bientôt, Camille. Au revoir. À bientôt. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce nation.